And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Aye, oh, let's go! Aye, oh, let's go! Me revoilà dans mon chez-moi pour vous faire des podcasts, terminer les motels mal insonorisés où la vitre n'est qu'un papier de cigarette, terminer les tempêtes de neige au lac Tao ou alors la vue sur les canyons que vous n'aviez pas d'ailleurs puisque vous écoutez juste les podcasts. Mais c'est terminé les USA, ça fait une semaine que je suis rentrée. Je vous avoue que j'ai vraiment atterri que maintenant. Ça fait une semaine et j'arrive pas encore à réaliser ce que j'ai vécu pendant 3 mois. Parfois j'y pense, parfois ça m'a fait pleurer de me dire c'était l'expérience de ma vie, probablement que plus jamais je revivrai ça. Mais je suis très très contente d'être rentrée, très contente d'avoir retrouvé mes animaux, mon chéri, mes amis, ma famille, tout ça. Donc voilà, bref, ce n'est absolument pas le sujet de ce podcast, mais c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc j'ai retrouvé ma petite lampe de chevet allumée à ma gauche, mes petites tables basses devant moi avec mon petit gobelet avec de l'eau et mon petit tapis tout doux qui est blanc, immaculé toujours après 3 mois d'absence. Mon chéri en a pris soin. Voilà, on se retrouve à la maison tranquille, c'est insonorisé. Le seul bruit que vous allez pouvoir entendre, c'est mon petit chien qui va venir me faire des câlins. Bref, le sujet de ce podcast ce soir, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est un sujet que je trouve complètement intemporel et qui touche tout le monde, à savoir le regard des autres, le poids du regard des autres. Et le titre est évocateur volontairement parce que justement, j'ai envie de vous montrer que personne ne pense autant à vous que ce que vous croyez. Tout le monde s'en fout de vous et je vais vous le prouver dans ce podcast. On va parler surtout de mon expérience en tant que créatrice de contenu, puisque pour ceux qui le savent, je suis donc la créatrice de Ponycorn, le blog, qui sont des réseaux sociaux axés sur les sketchs humoristiques dans le monde équestre. Et aujourd'hui, je compte plus de 2,5 millions followers sur tous les réseaux confondus. Donc autant vous dire que le regard des autres, ça me connaît. Je fais ça tous les jours depuis 6 ans. Donc on va pouvoir parler du regard des autres et ce que ça fait, alors pas forcément en tant que créatrice de contenu, parce que moi je sépare vraiment les deux, j'ai mon taf de créatrice de contenu et ma vie perso, et dans les deux cas, vous allez voir que le regard des autres, pour moi, ça m'a donné des freins dans ma vie. Aujourd'hui, je n'en ai plus aucun. Et on va voir un petit peu par rapport à l'expérience que j'ai eue. J'ai 41 ans, donc j'ai un petit peu vécu aussi. Comment faire pour se détacher du regard des autres, vivre sa vie, être en accord avec soi-même et arrêter de se juger à travers le regard des autres. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'y suis passée par là, de toujours vouloir plaire aux autres. Vous allez me dire, elle va encore nous faire chier avec ses signes astrologiques. Oui, parfaitement, je suis Balance et on n'aime pas le conflit, on aime l'harmonie, on aime plaire à tout le monde et du coup ça crée vraiment une espèce de détresse quand on a le regard des autres qui nous jugent. Ça n'a rien à voir aussi avec les signes astrologiques, on peut avoir une personnalité comme ça. Je trouve que ça va aussi avec la jeunesse. C'est-à-dire que moins on est mûr, alors je ne parle pas forcément en âge, je parle en expérience de vie, mais moins on est mûr dans son expérience de vie, et plus on va faire attention au regard des autres. Et vous allez voir au fur et à mesure de ma vie, de mon expérience, parce que je vais vous citer un petit peu toute ma life par rapport à ça, non pas parce que pour vous raconter ma vie, parce que j'ai envie de le faire, non, justement, juste pour vous montrer que c'est possible d'être quelqu'un pour qui le regard des autres est extrêmement important, vivre à travers ça, et cette même personne, qui est moi en l'occurrence,
À 41 ans, on n'a plus rien à carrer du regard des autres. Et c'est possible de s'en sortir, en fait, tout simplement parce que, clairement, j'ai envie de vous dire, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Déjà, il faut partir d'une règle d'or et d'un principe fondamental. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous serez jugé. Quoi que vous fassiez. La guerre est déjà perdue d'avance. Vous avez beau être parfaite, vous avez beau faire tout ce qu'il faut, vous avez beau plaire à tout le monde, entre guillemets, ça n'ira jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont un peu ça dans... Enfin, comment vous dire ? On a tous un côté comme ça à juger les gens. Bien fort heureusement, il y en a qui sont plus ou moins comme ça, hein, mais on a tous ce côté-là à juger. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à nos propres problèmes, à nos propres peurs, à nos propres défauts. Donc on va juger les défauts d'une personne en face de nous, mais qui sont en fait notre propre vision du truc, nos propres défauts. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, vous rencontrez une nana dans la rue, vous avez... Alors moi je vais prendre mon cas, ancienne anorexique, j'ai des TCA, je m'en suis sortie aujourd'hui, des troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je m'en suis sortie aujourd'hui, mais ça c'est un truc qu'on garde toute sa vie. Donc moi j'ai des TCA, et quand j'étais plus jeune, j'ai vécu dans une famille où il ne fallait pas être grosse. Alors grosse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Il fallait pas être un peu grassouillette. Mais nous on appelait ça, enfin dans notre famille on appelait ça grosse. Mais ce n'est... Je veux dire, moi, quand je pense à ça aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas le cas. T'as un petit peu de gras, bah t'es jolie. Mais dans ma famille, tout le monde était obsédé un petit peu par avoir un corps athlétique, sportif, machin et tout. Ce qui fait que quand j'étais plus jeune et que je voyais une copine à moi qui était un petit peu plus ronde, très belle, parce que la beauté, c'est pas parce qu'on est mince qu'on est belle, hein, ça n'a rien à voir. Très magnifique dans ses formes et dans son corps. Eh bien, moi, j'allais la juger intérieurement en me disant « Oh là là, elle est un petit peu forte, la pauvre, quoi. » La pauvre de quoi, en fait ? À quelle heure je me permets de juger ça ? J'étais jeune, hein, bien entendu, mais à quelle heure ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai subi du harcèlement quand j'étais plus jeune au collège, donc jamais je me suis permis d'aller harceler à mon tour quelqu'un parce que je savais ce que ça faisait, mais ça ne m'empêchait pas de penser cette pensée, de dire oh là là, un petit peu forte, hein, la pauvre, dis donc, la pauvre de quoi en fait, la pauvre de quoi ? C'est pas parce que la personne qu'on a en face de nous est un petit peu plus forte, un petit peu plus ronde, que c'est pas normal, pas du tout, bien au contraire. Enfin, et en plus, enfin, je veux dire, c'est de la beauté. Mais pourquoi je jugeais ça ? Parce que moi, j'avais des traumas, parce que moi, j'avais des TCA, parce que moi, j'étais obsédée par ça. Je ne voulais pas grossir parce qu'on m'avait éduquée, on était comme ça dans la famille, il fallait pas que les femmes elles soient grosses, il fallait qu'elles fassent du sport, il fallait pas qu'elles mangent trop, et patati et patata. Et du coup, c'était ma propre peur, en fait, que je reportais sur cette personne-là. Parce que cette fille-là, probablement, enfin, je l'espère en tout cas, elle était très bien dans sa peau, et très belle comme ça. Et à quel moment, en fait, on se permet de juger ça ? Donc, moi, aujourd'hui, je suis sortie de ça parce que j'ai mûri. Mais à l'époque, à 20 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, ouais, vers cet âge-là, moi j'étais mince comme tout, très sportive, tout est relatif, mais je faisais du sport, je mangeais pas beaucoup parce qu'il fallait pas manger beaucoup, et je me permettais de juger quelqu'un qui était plus costaud que moi à l'intérieur de moi. Certes, j'allais pas en parler aux gens, mais quand même, déjà, c'est un point négatif. Donc ça, la règle d'or, j'ai envie de vous dire, tout le monde vous jugera à un moment donné dans sa vie. Pourquoi ? Parce que ça renverra à ses propres traumatismes, à ses propres peurs, à ses propres défauts. Donc déjà, c'est pas vous qui avez un problème quand les gens vous jugent, mais c'est eux qui ont un problème qu'ils reportent sur vous. Donc à partir du moment, moi quand j'ai compris ça, ça m'a déjà fait péter un coup, les gars, je vous le dis tout de suite, et je me suis dit, de toute façon, quoi que je fasse, ça n'ira jamais. Donc autant faire quelque chose qui me fait plaisir. Deuxièmement, alors ça c'est le truc bateau, vous allez me dire, ouais non mais tout le monde dit ça Steph, on est d'accord avec toi, hein, mais bon, tout le monde va dire cette phrase bateau. Oui, je suis d'accord, la phrase bateau en question c'est « la vie est trop courte ». Mais alors putain, qu'est-ce que c'est vrai ? Alors on ne s'en rend pas compte, malheureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement, jeune, enfin moi pour ma part, par rapport à mon expérience de vie, j'ai été très préservée de la mort longtemps.
J'ai connu juste, entre guillemets, 2 de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui sont décédés, mais ils étaient vieux, très vieux, donc on attendait malheureusement le décès, mais parce que c'était la vie. Et j'ai subi un décès atroce seulement à l'âge de... quel âge j'avais quand Lolo est décédé? Ça a fait 2-3 ans, j'avais 40 ans, quoi. J'avais 39-40 ans, donc c'est très tard. Et c'est que à ce moment-là, quand ma cousine Lorraine, qui était comme ma grande sœur, est décédée d'un cancer triple négatif à l'âge de 43 ans, que je me suis dit, mais putain, la vie est beaucoup trop courte en fait. À n'importe quel moment, quelqu'un te dit, tu vas faire un examen à l'hôpital, on te dit, tu as un cancer, 2 ans après, tu meurs. À quel moment tu te dis pas que tu n'as qu'une seule vie? Mais t'en as qu'une seule. C'est pas Mario Bros, hein, les gars. Vous tombez pas dans le ravin, vous prenez un champignon vert et vous avez une autre vie. Hein. Non, les gars. Non, mauvaise nouvelle, vous en avez qu'une. Et en plus, elle est vachement courte au final. On va vivre quoi? Au mieux du mieux, 90 ans, 95 ans, 100 ans pour les plus chanceux. Enfin, je sais pas si c'est une chance de vivre si vieux, mais voilà, bref. Et peut-être pas en bonne santé. Donc les années en bonne santé, c'est jusqu'à quel âge? 70 ans, si tu es bien sportif, si tu te sens bien et tout. Mais c'est hyper court. C'est hyper court. Et encore, je veux dire, ma cousine Lorraine n'a pas eu cette chance. J'ai une amie d'enfance, Stéphanie. Stéphanie qui est morte exactement pareil, d'un cancer du sein. Elle avait même pas 40 ans. Je crois qu'elle avait 35 ans à l'époque. Elle a laissé un mari, une petite fille de 3 ans. Mais de plus en plus, il y a des merdes partout finies de cancer, de tout ce que vous voulez, d'accidents de la route, de machin. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc, est-ce que, sincèrement, ça vaut le coup? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que, sincèrement, ça vaut le coup de se faire chier à se dire « Oh, putain, j'ai fait une grosse connerie et les gens me jugent. Je m'habille comme si et les gens me jugent. J'ai fait de la merde, les gens me jugent. » Qu'est-ce qu'on en a à foutre, clairement, de la vie de un tel. Mais on s'en carre le cul, hein, j'ai envie de vous dire complètement, complètement. Bon, bref. Ensuite, alors, je parlais de l'âge. Quand j'étais jeune, donc on va parler quand j'avais 20 ans, comme je vous l'ai expliqué au début de ce podcast, j'étais plutôt du genre à juger. C'était pas vraiment de la méchanceté parce que je suis pas quelqu'un de méchante. Vraiment, je suis pas mauvaise comme personne. C'était plutôt de l'empathie en me disant « Oh la pauvre de ça, oh la pauvre de ça ». Des trucs qui m'auraient gênée. Par exemple, je sais pas, à l'époque, j'étais très discrète, très timide. Il fallait absolument pas qu'on me remarque. Il fallait vraiment que je passe inaperçue, que tout le monde m'aime. Et j'avais très très peur de la solitude. J'avais très très peur que les gens ne m'aiment pas. Et j'avais très très peur d'être jugée par les gens. Donc je faisais en fait un petit peu comme tout le monde. Je m'habillais comme tout le monde. Dans les conversations, j'osais très rarement dire mon avis. Ça m'est même déjà arrivé d'être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que tu avais un clan A, un clan B, j'étais d'accord avec tout le monde. Moi, j'étais au milieu. Moi, j'étais la Suisse, tu vois. C'était typique de moi quand j'étais jeune. Alors que j'avais un avis à l'intérieur de moi, voire que je refoulais des fois. Je voulais même pas y penser tellement que ça allait me perturber. Mais je ne le disais jamais de peur de faire des conflits, de peur de décevoir, de peur de ne pas être aimée, etc. Et ce qui fait que, en fait, je m'effaçais complètement. Je voulais pas dire mon avis, j'étais d'accord avec tout le monde et je m'effaçais. Ce qui fait que je jugeais intérieurement les gens par empathie, c'est-à-dire la pauvre, elle est habillée en rose fluo, la pauvre, elle va se faire remarquer. Voilà, c'était ce genre de pensée que j'avais, qui n'était pas méchante, mais à quel moment ça me regarde? Et deuxièmement, la meuf habillée en rose fluo, elle kiffait sa life, quoi. Mais même, je me souviens, moi, d'un truc qui me marque encore. Et aujourd'hui, ça me fait énormément rire, parce que j'adore faire ça. En fait, j'étais très jeune, j'avais peut-être 13-14 ans. C'était mon premier voyage à l'étranger avec l'école et j'étais donc en voyage de classe et on allait dans des familles on était 2 copines et 2 copines par famille. C'était en Espagne, donc chez les Espagnols. Et je me rappelle, on avait un chauffeur de car qui nous emmenait à droite à gauche, qui était très gentil. Et en fait, ce chauffeur, tous les midis, quand on pique-niquait, nous, on mangeait entre copines, entre camarades de classe, et lui, il mangeait tout seul. Il mangeait, il s'asseyait sur un rocher, il se mettait à l'écart, et il mangeait tout seul son sandwich. Et je me souviens, mais quasiment à m'en faire pleurer, de tristesse, de me dire, le pauvre, il est tout seul.
il mange tout seul, il n'a pas ses copains, il n'a pas sa famille, et ça me faisait de la peine, mais vraiment à avoir les larmes aux yeux, à avoir une boule au ventre, à me dire le pauvre monsieur. Alors que lui, il kiffait sa life. Je pense qu'il kiffait sa life. Moi, aujourd'hui, j'adore manger toute seule. J'adore ça. J'adore aller au resto toute seule. J'adore prendre un café toute seule. J'adore aller prendre un petit pique-nique, me mettre sur la plage et manger toute seule. C'est un kiff absolu. C'est un kiff. Moi, j'adore faire ça. J'adore aller au ciné toute seule. J'ai vraiment un truc comme ça où je prends beaucoup de plaisir à être seule. Même si dans la vie, j'ai des amis, j'ai un chéri, j'ai une famille. Mais j'ai besoin de mes moments toute seule. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup sourire ce souvenir parce que je me souviens vraiment très fortement que ça me faisait énormément de peine pour lui. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'avais rien compris, quoi. J'avais rien compris parce que manger seul, c'est vachement bien. Et encore une fois, le regard des autres, ben, ce mec-là, il en avait rien à branler. Parce que c'est vrai que quand on est seul au resto, alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je fais tellement absolument pas gaffe à ça que au final, je n'ai pas l'impression que les gens remarquent. Mais je me souviens au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'était un vrai travail sur moi, hein, mais je vais vous raconter ça au fur et à mesure du podcast. Quand j'ai fait un vrai travail sur moi et que je suis allée manger pour la première fois au resto toute seule, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Alors que tout le monde n'en avait rien à foutre. Parce que c'est ça, en fait, la vérité. C'est que souvent, quand on se sent jugé par le regard des autres, eh bien, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, alors, bien sûr, les gens, ils vont toujours vous juger. Mais est-ce que vous croyez ? Mettez-vous, ne serait-ce qu'à un moment, à la place des gens dans leur tête. Vous, qu'est-ce que vous avez dans votre tête ? Vous pensez qu'à vous. Est-ce que les gens, ils me regardent ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Mais les gens, en fait, de leur côté, ils pensent quoi ? La même chose que vous, dans la majorité des cas, voire ils en ont rien à secouer et ils profitent de la life et ils sont avec leurs potes. Mais alors, peut-être qu'ils vont vous remarquer dans le resto parce que vous êtes toute seule, ils vont se dire, tiens, il y a une fille qui mange toute seule à table. Pof, ça va durer 2 secondes et demie dans leur cerveau. Ils en ont rien à secouer de votre gueule. Rien à secouer. Ça, c'est un spoiler de tout le podcast. La solution, elle est là, les gars. Tout le monde en a rien à cirer de vous. En fait, c'est à partir de ce moment où on comprend ça aussi, ça libère. Les gens en ont rien à foutre de vous. Les gens s'en fichent de qui vous êtes, de ce que vous faites, ce que vous faisiez. Oh putain, la nana elle a passé 3 mois aux États-Unis, c'est plus parler français. Non, les gens s'en foutent clairement. Que vous soyez habillé de façon hyper originale, dans la rue, on va vous regarder. On va dire, ah bah ouais, tiens, c'est rigolo. Au pire, on va se moquer de vous. Ça va durer 2 secondes et demie dans le cerveau des gens. 2 secondes et demie. Ils se souviendront plus de qui vous êtes demain, après-demain, etc. J'ai une pensée pour quelqu'un de proche qui passe un mauvais moment en ce moment et qui est très pris par le regard des autres. Et ça me touche beaucoup parce qu'en fait, cette personne, elle est très très impactée par le regard des autres et par ce que peuvent penser les autres par rapport à des actions qu'elle a faites. Et elle est en train de se gâcher la vie depuis plusieurs semaines à cause de ça. Et je trouve ça mais tellement dommage parce que en fait, tout le monde s'en fout en fait. En fait, le film que vous vous faites dans votre tête en vous disant oh, mais les gens, ils vont penser quoi ? Mais quand je vais rencontrer des gens parce que je suis habillée comme ça ou parce que j'ai fait ci ou ça, j'ai fait telle action qui a déçu des gens et si jamais je les rencontre, qu'est-ce qu'ils vont penser de... En fait, le plus grand ennemi que vous ayez dans votre vie, c'est votre propre tête, c'est votre propre pensée qui se fait des films intersidéraux et qui extrapole la situation level 20 milliards. Très sincèrement, même si vous avez fait de la merde, les gens, oui, ils vont vous juger. Oui, ils vont vous dire « Ah, t'as fait de la merde, bouh, t'es nul, on déteste, nanana. » Ok. Ça va durer combien de temps ? Sincèrement. Vous croyez que les gens, tous les jours, ils vont se lever, ils vont dire « Ouah, toi, t'es trop une meuf de ouf, t'as fait de la merde, on peut pas te blairer. » Et ils vont faire ça tout le reste de leur vie ? Non, ils en ont rien à foutre. Ils vont vous défoncer 1 ou 2 fois. Une fois que ce sera fait, ils vont piapiater par derrière parce que ça, c'est très humain. Une fois que ce sera fait, ce sera terminé. Ils vont passer à autre chose. Ils en ont rien à foutre de vous. Et ça, en fait, moi, ça m'a complètement libérée parce que au final, c'est totalement vrai. La plupart des gens, et c'est un sentiment humain,
est intéressé par sa propre personne et j'ai envie de vous dire par la projection de sa propre personne sur les autres. Donc si on pense à la place des autres personnes qui sont en face de nous et qui pensent donc cette chose-là, c'est-à-dire leur propre personne projetée sur le regard des autres, tout le monde pense qu'à soi, en fait. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est pas très clair, mais tout le monde dans la société ne pense qu'à sa gueule. Et en fait, ils s'en foutent de vous et de l'un et de l'autre. Tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. C'est très humain. Tout le monde a un côté narcissique, tout le monde a un côté égocentrique, tout le monde a un côté égoïste. C'est normal, c'est humain, c'est pas forcément toxique, sauf si, comment dirais-je, c'est exagéré. Je suis pas psychologue pour dire ça, mais moi je trouve ça normal et naturel d'avoir un côté quand même narcissique, un peu égocentrique, etc. Il faut penser à soi pour pouvoir penser aux autres de toute façon. Ça devient anormal quand on est obsédé par soi et qu'on ne pense qu'à ça. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais tout ça pour vous dire que peu importe ce que vous allez faire, les gens, ils vont certes peut-être vous juger à l'instant T, mais demain ou après-demain, ils auront déjà oublié. En fait, vous n'êtes pas leur priorité. Ils en ont rien à foutre. Alors que vous serez encore en train de penser dans votre tête « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça ?» Non. En fait, le plus grand ennemi que l'on ait, c'est nous-mêmes. Donc, il faut arrêter, il faut être bienveillant envers nous-mêmes et arrêter surtout de nous juger par rapport à des trucs qu'on aurait fait qui sont de la merde. On fait tous de la merde à un moment donné dans la vie. Il faut savoir se pardonner quand on fait de la merde et être bienveillant avec soi-même. Ça dépend de la merde que c'est. C'est sûr que si on tue des gens ou on viole des petites filles, là, je suis d'accord. Là, il y a un problème. Il y a un très, très gros problème. On ne parle pas de ça, bien entendu, mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire de la merde. Ça m'est déjà arrivé de décevoir des gens. Ça m'est déjà arrivé de faire du mal à des gens et de le regretter très fortement. Il y a un moment donné, il faut se pardonner. Il faut savoir se dire « Ouais, j'ai fait vraiment de la grosse merde ». Il faut savoir dire pardon aux gens. Il faut savoir avouer qu'on a fait de la merde. Et après, point final, il faut passer à autre chose. Sinon, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Tu passes toute ta vie à te dire « Ah putain, j'ai fait de la merde. Ah putain, je suis pas une bonne personne. Tout le monde va me juger. Les gens, j'ai honte. Je sais pas comment je vais faire. » Non. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens... On va pas parler des choses qui fâchent et des horreurs qui existent dans le monde, mais il y a des choses qui sont bien plus graves que le jugement dans le regard des autres, en fait. Donc pour revenir à quand j'étais jeune, comme je vous disais, j'étais quelqu'un de très flexible, trop. Ce qui fait que, en fait, quand on est comme ça, et qu'on veut plaire à tout le monde, et qu'on ne veut pas être jugé par les autres, eh bien, on devient une sorte de caméléon, quelqu'un qui n'est pas vraiment nous-mêmes, puisqu'on n'exprime pas du tout notre caractère. Et au final, on s'entoure de gens qui ne nous ressemblent pas. Et à un moment donné, arrivent des burn-out, des moments dans notre vie où on a envie de tout plaquer, on devient exécrable, en dépression, ce que vous voulez, parce qu'on vit une vie qui ne nous correspond pas. Par peur du regard des autres, peur du conflit, peur de décevoir, etc., etc. Moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé, vraiment. Jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près, j'ai été comme ça, ultra flexible, à vouloir plaire à tout le monde, éviter les conflits, harmoniser justement même entre mes collègues, mes amis, vouloir toujours faire le pont entre les uns et les autres pour que ça aille bien, ne pas rentrer dans les conflits, etc. Ce qui fait que je n'étais jamais moi-même du tout. J'étais moi-même vraiment en ultra privé, par exemple avec mon conjoint ou avec ma famille, et encore. Ça m'arrivait même d'essayer d'éviter les conflits, de vouloir plaire à ma famille, par exemple, d'être de telle et telle façon, etc. Et un jour, j'ai vraiment... on peut le dire, fait une crise de la quarantaine, puisque j'avais un peu moins de 40 ans, j'avais 35 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'en avais marre de faire ça. Et petit à petit, j'ai basculé dans une crise de la quarantaine, où à 38 ans, enfin on dit crise de la quarantaine, mais c'est une crise de tous les 10 ans, j'ai envie de vous dire. Paraît-il qu'il y a une crise tous les 10 ans. Et du coup, vers 38 ans, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ça ne va pas.
Je me fais quand même juger. Les gens me cassent les couilles. Et en plus, je suis entourée de gens, finalement, que je n'ai même pas envie d'avoir dans ma vie parce qu'ils ne me ressemblent pas. Ils ressemblent à l'espèce d'image que je projette dans la société. Donc, c'est pas vraiment moi. Et à partir de ce moment-là où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, j'en ai eu rien à faire du regard des autres. J'ai commencé à vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Et forcément, les gars, ça fait du tri dans l'entourage. Ah, bah forcément, puisque de 20 ans jusqu'à presque 40 ans, je vivais avec ce que moi j'appelle un masque social, c'est-à-dire une espèce de Stéphanie un petit peu édulcorée, où elle était super cool, elle aidait tout le monde, elle disait jamais non, elle évitait les conflits, par peur du regard des autres, par peur du jugement, par peur de ne pas être aimée, par peur de la solitude. Et petit à petit, j'ai essayé de m'émanciper, de devenir moi-même et d'en avoir rien à foutre du regard des autres. Alors, ça a commencé par, moi j'avais une extrême peur de la solitude, d'aller, et par exemple, ça va avec le regard des autres, d'aller manger dans un restaurant toute seule par peur du regard des autres. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très social. J'aime beaucoup les contacts sociaux, j'aime beaucoup me faire des amis, avoir des nouvelles connaissances, je suis quelqu'un qui fait la fête, etc., etc. Mais j'ai aussi un côté très solitaire. La preuve en est, je suis partie 3 mois aux États-Unis toute seule parce que j'ai besoin parfois de me retrouver seule et d'être tranquille. J'aime beaucoup la tranquillité, j'aime beaucoup le calme et j'ai besoin de me ressourcer régulièrement seule. C'est-à-dire personne avec moi, mes animaux, d'accord, mais alors pas mon chéri, pas ma famille, pas mes potes, je veux être seule. Et j'ai toujours été comme ça au final, sauf que j'avais très peur de cette solitude, j'avais très peur de me retrouver toute seule avec moi-même, et en plus, j'avais peur du regard des autres. Je me disais, oh, mais si je vais manger au restaurant toute seule, et les gens, ils vont se dire, oh, mais pourquoi elle est toute seule au restaurant? Oh là 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 là, machin truc. Un petit café, moi j'adore. Alors, je le fais plus parce que, comment dire, je prends pas le temps, je devrais le faire. Mais aller me prendre un petit latte à Columbus ou à Starbucks avec un petit muffin et prendre le temps de lire un livre, d'écrire un scénario, d'écouter de la musique. Tout ça toute seule dans le Starbucks, dans le Columbus, dans les machins comme ça. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Et je rêvais de faire ça. Parce que des fois, j'avais envie d'être seule, mais je ne le faisais pas par peur que les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait là toute seule ?» Et par peur de me dire oh, « Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule en fait? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, quand j'ai commencé à prendre conscience que j'avais besoin de m'émanciper et d'arrêter de penser tout le temps au regard des autres, quand je vous dis que j'ai fait ma crise de la quarantaine, là, eh bien, je me suis mis des petits défis. Je me suis dit, tu vas aller d'abord boire un café toute seule. Tu restes 10 minutes, c'est pas grave, mais tu vas boire un café toute seule. C'est ce que j'ai fait. La première fois que j'ai fait ça, je suis peut-être restée 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, parce que la tension, elle était tellement forte en moi de me dire que les gens n'arrêtaient pas, alors que les gens n'avaient rien à carrer, je vous le répète. Mais dans ma tête, les gens faisaient que de me regarder parce que j'étais toute seule avec mon latte là sur ma table, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, deuxième défi, c'était de prendre l'avion toute seule. Ah ouais, ça, putain, mais ça, c'était une phobie. Oh, c'était une phobie, ça. Je ne pouvais... Alors déjà, l'avion, à la base, ça, faudrait que je vous fasse un podcast. C'était une phobie, mais une phobie où je pleurais de nerfs, je faisais des crises d'angoisse. J'avais besoin de prendre des calmants, je prenais des anxiolytiques pour prendre l'avion. C'était une catastrophe. Aujourd'hui, c'est l'endroit où je me sens le mieux pas sur Terre du coup, mais c'est l'endroit que j'adore. L'avion, c'est vraiment un endroit que j'adore. Ça me fait penser aux vacances, je dors beaucoup en avion, ça m'apaise, il n'y a rien à faire, donc en fait, t'as juste besoin de te relaxer, c'est tout. Bon, bref, j'adore prendre l'avion. J'ai pris pendant 3 mois, quasiment toutes les semaines, c'était un bonheur. Bref, et ça, c'était une phobie. Je me disais, je ne peux pas prendre l'avion tout seul. Mais t'imagines, toute seule dans un avion. Mais s'il m'arrive quelque chose, je vais mourir seule. Voilà, parce que moi, j'avais un peu beaucoup la phobie d'avion, quoi. J'étais persuadée que j'allais mourir à chaque fois que je prenais l'avion, bref. Et donc, j'ai pris l'avion, toute seule, une première fois. J'avais un peu les chocottes, ouais. J'étais pas fière. J'ai écrit, parce que j'écris beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, je tiens depuis très jeune des journaux intimes. Et j'ai écrit. J'ai écrit mes peurs. J'écrivais, voilà, je suis toute seule dans l'avion. Non. Bref. Ensuite, j'ai été manger au resto toute seule.
Ça, pareil, ça a été une étape. Alors, je me souviens plus exactement quel resto, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que je l'ai tellement fait depuis que je me rappelle pas. Je crois que c'était une crêperie, si je me souviens bien en tout cas. J'avais ma petite musique dans les oreilles. En plus, franchement, très sincèrement, quand vous allez au resto toute seule, que vous êtes une femme, tout le temps, que ce soit les serveuses, les serveurs, ils vous chouchoutent de ouf. Ils sont à vos petits soins, ils sont trop gentils, il y a toujours un mot gentil. Enfin, moi, je kiffe aller au resto toute seule parce que les serveurs et serveuses, ils sont toujours 2 fois plus adorables que quand tu es avec tes potes ou avec ton chéri ou une copine, machin. J'adore faire ça. Moi, le resto toute seule, franchement, si vous n'avez jamais testé, les filles, mais faites-le, quoi. C'est une dinguerie, mais t'es trop bien, quoi. Vous mettez votre petite musique dans les oreilles si vous avez envie de vous mettre dans votre bulle. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Bref. Donc j'ai fait ça. Après, j'avais envie de partir en vacances toute seule. Et là, je me disais, waouh, c'est chaud quand même, c'est chaud. Donc j'ai commencé par un petit week-end. J'ai fait un petit week-end à Montréal, toute seule. J'ai fêté le Nouvel An, toute seule, à Montréal. J'ai fait 2 combos en un, parce que le Nouvel An, c'est une fête que je peux pas blairer. Alors ça, pareil, il faudrait que je fasse un podcast, mais clairement qu'on se le dise, c'est une fête de merde. Et je déteste le Nouvel An depuis toujours. Et cette fois, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le fêter, ce putain de Nouvel An, donc je me casse, je vais fêter ça toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis partie toute seule à Montréal pendant 3 jours pour fêter le Nouvel An. Best expérience ever. Je me suis éclatée. C'était trop bien. J'ai fait ma petite life. J'ai trop kiffé. J'ai tellement kiffé que récemment, je suis partie 3 mois aux États-Unis toute seule. En solitaire, j'ai fait un road trip. Bon, si vous n'avez pas suivi, si vous avez suivi, vous savez exactement de quoi je parle. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à écouter les derniers podcasts. Enfin, il y en a un paquet, hein, les 3 derniers mois de podcast pour suivre un petit peu l'aventure que j'ai eue. Mais bref, expérience incroyable. Tout ça, alors pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien, tout ça, je ne l'aurais probablement jamais fait avant, par peur du regard des autres et de ce que l'on peut penser. Bah oui, partir 3 mois toute seule alors que j'ai un chéri avec qui ça va bien, mais déjà rien que pour le regard de ma famille et de ma belle famille, avant je l'aurais jamais fait. Parce que les premières pensées qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ma famille va penser ? Ils vont dire que probablement que ça va pas avec mon chéri pour que je m'en aille pendant 3 mois comme ça. Et ma belle famille, ils vont penser quoi ? Que j'abandonne leur fils pendant 3 mois et que je me barre. Et qu'est-ce que je vais faire à l'étranger ? Pourquoi elle fait ça ? Elle est pas bien dans sa peau, elle est en train de faire une dépression. Voilà ce que moi j'aurais pu penser la mois d'avant. J'aurais pu penser ça. Qui sont des croyances, mais complètement limitantes et fausses. Parce que les gens, ils se sont pas du tout dit ça. En fait, les gens m'ont posé la question, mais pourquoi tu pars pendant 3 mois, Steph ? Je leur ai expliqué simplement que c'était mon rêve d'adolescente et que j'ai toujours rêvé de faire ça, que je n'ai jamais eu les couilles de le faire et que enfin, à 41 ans, j'ai les moyens financiers et j'ai la liberté de pouvoir le faire. Et c'est pas quand j'aurai 60 ans avec un cancer du sein ou pas, hein, j'espère pas, mais que j'irai le faire. Et quand t'expliques ça aux gens, tous les gens, sans exception, m'ont dit « Mais putain, mais c'est génial !» Et tout le monde m'a soutenu. Mon chéri le premier, bien entendu. J'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui comprend totalement mon mode de vie et qui est comme moi. Donc, c'est quelqu'un, Flo, c'est quelqu'un de très indépendant. Donc, moi, quel bonheur de vivre avec cet homme-là, puisqu'il me comprend à 200%. Il sait que si j'ai besoin de prendre l'air, que si j'ai besoin d'être toute seule, eh bien, c'est normal. Et lui, il est pareil. Il a besoin... là, ce soir, je fais mon podcast. Ce soir, il est parti tout seul dans un bar, regarder le match de foot PSG, je sais pas quoi, tout seul. Mais parce qu'il est comme ça. On est comme ça. On a besoin de nos moments solitaires. On a besoin de prendre notre temps seul avec nous-mêmes. Et ça nous ressource, en fait. C'est notre équilibre. Et... quelle autre personne meilleure que lui pour me comprendre finalement, parce que rien de tel que quelqu'un comme soi qui peut comprendre ce besoin de solitude, ce besoin de faire des expériences seule, etc. Donc voilà, donc bref, avant j'aurais probablement jamais fait ça, mais quelle connerie. Tout ça pour vous comparer ma vie d'avant où j'étais très axée sur le regard des autres, j'aurais jamais fait les expériences que je viens de vous citer. Et ma vie d'aujourd'hui où j'ai fait toutes ces expériences. Et quel bonheur ! Mais quel bonheur en fait ! Mais je disais dans un podcast,
j'espère mourir vieille, et que quand je serai vieille, je regarderai ma vie et je me dirai, mais putain, j'ai eu une vie de dingue. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Mais alors, oui, certes, partir 3 mois aux États-Unis, il faut des moyens financiers. Mais aller boire un café toute seule, ou je sais pas, votre kiff, c'est d'aller, vous rêvez de vous faire un ciné toute seule, vous l'avez jamais fait. Ou vous rêvez de vous faire un petit resto toute seule. Eh ben, faites-le en fait. C'est des petits trucs comme ça qui font que la vie, elle est meilleure. Et la vie, elle est plus pétillante, elle est plus cool, parce que vous vous faites plaisir en fait. Et il n'y a pas besoin d'autres personnes ou d'être mal accompagné, parce que des fois, on n'a pas envie de faire un truc seul, donc on va appeler une copine qu'on n'a peut-être même pas forcément envie de voir, parce que ben voilà, on ne sait pas, elle est mal lunée ou j'en sais rien. Vous allez passer un mauvais moment parce qu'au final, vous vouliez aller au resto toute seule, mais vous n'avez pas eu le cran de le faire. Vous allez appeler une copine qui va vous casser les couilles parce que ça va pas avec son mec, et en fait, va vous plomber la soirée. Bah, bon, une copine qui vous casse les couilles et que ça va pas avec son mec, c'est que vous êtes une mauvaise copine en vrai, si ça vous casse les couilles. Normalement, on l'écoute et on la soutient. Mais tout ça pour vous dire, bref, vous avez envie de vous faire plaisir et de passer une bonne soirée toute seule, et au final, vous n'avez pas eu les couilles de le faire, et vous avez appelé quelqu'un qui vous a pollué, entre guillemets, avec ses ondes négatives. Bah, quelle connerie! J'ai envie de vous dire, quelle connerie! Vous auriez pu passer une super bonne soirée toute seule. Et en fait, c'est par là, je parle beaucoup de faire des trucs tout seul et tout, parce que le regard des autres, c'est pas que ça, hein, bien entendu, mais c'est pour vous dire qu'il faut pas se limiter à des... En fait, nos propres limites, elles sont dans notre tête. Elles sont dans nos croyances à la con, elles sont dans nos trucs, ouais, qu'est-ce que les autres, ils vont penser? Mais on s'en carre le cul de ce que les autres vont penser, en fait. On s'en carre le cul. Parce que les autres, ils vont peut-être penser des trucs, mais quoi que vous fassiez, de toute façon, ils penseront des trucs. Les gens, c'est dans leur nature de juger les autres. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on est la personne la plus parfaite au monde, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer de toute manière. Donc autant vivre sa vie pleinement. Mais vraiment. Un autre point que j'aimerais bien aborder dans ce podcast, c'est les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis très bien placée, j'ai envie de vous dire, pour parler de ça, parce que je sais mon métier, je suis créatrice de contenu depuis 6 ans, et tous les jours, je m'expose sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, alors, c'est pas un calvaire, parce que moi, je le vis pas comme ça, mais pour quelqu'un qui ne s'en fout, pour qui le regard des autres est important, mais c'est un calvaire. Parce que tous les jours, on va vous juger. Ça ne va jamais, quoi que vous fassiez. Moi, je suis habillée d'une telle façon, j'en aurai toujours un pour dire que je suis mal sapée, j'en aurai toujours un pour me dire que je suis moche, je ressemble à alors, mes dents, j'ai des gens qui... C'est très drôle, mes dents, je ne sais pas pourquoi, sur les réseaux, ça fait parler. Il y a des gens qui adorent mes dents, et d'autres qui trouvent que j'ai des dents de cheval. Donc c'est très drôle, il y a une espèce de débat comme ça. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs. Mais bref, donc mes dents, un coup j'ai des dents de cheval, un coup elles sont magnifiques, un coup... Et c'est ça tous les jours. Donc il faut vraiment être bien fait, mentalement fort pour supporter les critiques sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus, dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, personne irait dire ça. Mais les réseaux sociaux, tu sais pas pourquoi, les gens, ils se lèvent, ils prennent 5, 10, 15 minutes de leur temps pour réfléchir à quelles conneries ils vont te dire pour te faire du mal, parce que c'est ce qu'ils espèrent faire finalement, et ils t'insultent, ou ils t'envoient des merdes, ou ils te disent... Mais moi, combien de fois on m'envoie en story, je sais pas, je vais parler d'un truc inintéressant au passage, je vais dire là je suis dans le pré avec mes chevaux, je suis contente de les avoir retrouvés, machin. Mais j'ai des gens qui vont me dire, mais on n'en a rien à foutre en fait de ce que tu penses, fais des sketchs, t'es là pour nous faire rire, point barre, t'es notre troubadour quoi. Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens, alors pendant un moment j'étais trop mince, après j'étais trop grosse, après j'étais mal habillée, après j'étais habillée comme une pute, après j'étais habillée comme un sac, après il y a toujours quelque chose. Je fais trop de sport, je fais pas assez de sport, je fais trop de cheval, je fais pas assez de cheval, je fais trop de sketch, c'est chiant, je fais pas assez de sketch. Tous les jours, les gens vont me juger. J'ai des cheveux blancs, pourquoi je me fais du botox, pourquoi mes sourcils sont tatoués, et pourquoi tu te maquilles autant, et pourquoi tu te maquilles pas, oh aujourd'hui t'es fatiguée, oh aujourd'hui t'es trop belle, oh là là, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé, t'as un petit peu grossi, non? Voilà, c'est tout le temps comme ça,
tout le temps comme ça sur les réseaux, c'est tous les jours. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup de chance. Parce qu'au final, je fais de l'humour. Donc, j'ai très peu de haters. Au final, j'en ai. J'en ai comme tout le monde. J'ai des gens, leur passe-temps, c'est de se lever, de mettre un commentaire de merde, de m'insulter. C'est leur passe-temps. Bon, bah écoute, la plupart du temps, quand je reçois des insultes, je bloque. Comme ça m'évite de me faire chier avec des gens comme ça. Mais la plupart du temps, il y a des commentaires. Je ne vais pas lire tous les commentaires de chaque vidéo parce que j'en ai des centaines et des centaines. Donc, il y a des commentaires, je suis sûre, je me fais insulter, je les vois même pas, quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire que sur les réseaux sociaux, on est très, très, très impacté par le regard des autres. Alors aujourd'hui, très sincèrement, j'en ai plus rien à foutre. Mais alors vraiment complètement rien à foutre. C'est-à-dire que je fais mon truc. Moi, j'estime que ça me plaît de faire telle ou telle vidéo. Et ben, si ça plaît pas aux gens et que je me fais insulter, mais j'en ai rien à secouer. Ça va pas du tout m'impacter ma journée, ça va pas du tout me faire de la peine. J'ai réussi complètement à me détacher de ça. Mais, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu beaucoup de mal avec des commentaires haineux à une période, notamment quand j'avais fait mon burn-out avec ma paralysie, où j'ai eu une vague de soutien hyper bienveillante par la communauté qui m'a souhaité pendant... Enfin, j'étais quand même paralysée du côté droit, donc j'avais vraiment mon visage, j'ai failli perdre la vue de mon œil droit. Je vous ai dit qu'il faudrait que je vous fasse un podcast là-dessus, je le ferai, promis. C'est un sujet difficile. Je vous l'avoue que je le procrastine parce que je pense que je vais un peu m'effondrer quand je vais en parler. Ça a été une période très, très, très difficile de ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai envie de revivre. Et quand je vous raconte les podcasts, en fait, je revis un petit peu les situations que j'ai vécues à travers le fait de vous le raconter. Donc, cette période-là, elle est compliquée. Je pense que je prendrai vraiment le temps. J'ai de plus envie de vous le raconter, cette histoire. Je prendrai le temps de vous la raconter parce que c'est important, je trouve, de montrer que même quand on est au fond du gouffre, on peut s'en sortir quand même, et n'importe qui peut le faire, au passage. Donc, je prendrai le temps de vous le raconter. Mais ce soir, ce n'est pas le sujet. Donc, quand j'étais paralysée au fond du gouffre et que j'étais en souffrance et psychologique, et émotionnelle, et physique, parce que j'étais handicapée, j'ai eu une grosse vague de soutien, mais j'ai eu une très grosse vague de haine aussi, où les gens, tenez-vous bien, me disaient... On n'en a rien à foutre de tes problèmes de santé. Nous, ce qu'on veut, c'est tes sketchs. Tu nous fais rire, point. Ta vie, on n'en a rien à battre. On me parlait comme ça. On m'envoyait même des ta gueule avec tes problèmes de santé, on n'en a rien à secouer. Des trucs comme ça. Les gens, oui, sont à ce point-là débiles. Donc oui, j'ai pété un câble, ça m'a fait énormément de mal parce que je me suis sentie complètement délaissée. Les réseaux, comme tout travail, ça demande beaucoup de temps, c'est chronophage. On s'investit beaucoup dans les vidéos, pour la plupart des créateurs. Moi, c'est de la création, donc il y a un scénario à écrire, il y a du montage, du tournage, des personnages à jouer, etc. Donc je m'investis beaucoup dans mes réseaux sociaux et dans mes sketchs. Et en fait, le seul moment, à ce moment-là, c'est ce que je me disais dans ma tête, entre guillemets, le seul moment où je vais pas bien, les autres me jugent, les autres m'enfoncent, les autres sont méchants. Et ça fait beaucoup de mal. Donc oui, j'ai eu des périodes dans ma vie de créatrice de contenu où le regard des autres sur les réseaux était très important pour moi et m'impactait beaucoup. Aujourd'hui, très franchement, je m'en fous complètement. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, parce que c'est sûr que ça peut être mal pris à se dire non, mais attends, la Ponica, on n'a rien à foutre de sa communauté. Non, pas du tout. J'ai pas du tout dit ça, les gars. J'ai dit que j'en avais rien à foutre de ce qu'on pouvait penser de moi, à savoir si je suis trop grosse, si je suis pas assez grosse, si je suis pas belle, si je suis belle, si je suis intelligente, si je suis pas intelligente. Que les autres me jugent, en fait, j'en ai rien à carrer. C'est dans ce sens-là. Ma communauté, non, bien entendu, que ça me touche. C'est un trésor d'avoir des gens qui vous suivent tous les jours et qui vous envoient vous êtes les premiers à le faire, qui vous envoient des commentaires. Moi, les retours de podcast que vous me faites, mais ça me fait chaud au cœur.
Vous pouvez pas savoir quand j'ai des discussions avec vous, même que vous me racontez votre histoire et vous me dites ouais Steph, on a trop adoré ton podcast parce que on s'est retrouvés dedans, on se soutient, moi aussi j'ai vécu ça. Mais quel bonheur les réseaux sociaux, et ça c'est la magie, je trouve, des réseaux, c'est de trouver une communauté avec qui on partage des valeurs comme ça, on partage des expériences. Mais il y a le revers de la médaille avec des espèces d'abrutis qui sont là juste pour te casser les couilles et te juger et te défoncer. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une goutte d'eau, une goutte d'encre dans l'eau, puisque la plupart du temps, enfin moi en tout cas sur mes réseaux, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, beaucoup d'expérience en commun. Et c'est ça que je kiffe. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Si un jour je dois arrêter les réseaux sociaux, je pense que ce sera vraiment ça qui me manquera le plus. C'est cet échange avec la communauté, en fait. Ces échanges qu'on peut avoir ensemble en message privé, sur Insta, en commentaire sur Insta, en commentaire sur les podcasts, en commentaire sur YouTube. Moi, je réponds beaucoup sur YouTube, sur les commentaires. J'essaye vraiment, vraiment de répondre au maximum de commentaires sur YouTube. Et j'adore les discussions qu'on a sur YouTube. C'est trop cool. Je trouve que c'est une communauté qui est géniale aussi. YouTube, c'est un peu différent. C'est beaucoup axé sur les vidéos, etc. Et bref, les échanges sont très sympas. Ce n'est encore pas le sujet de ce podcast. Je dérive. Donc tout ça pour en revenir sur le regard des autres. Les réseaux sociaux, ça extrapole complètement la vraie vie, hein. Donc si mentalement, dans la vraie vie, c'est compliqué le regard des autres, sur les réseaux, c'est une double claque, quoi, hein. C'est même pas une claque, c'est un uppercut. Tu te le prends en pleine face. Et si t'es pas prête, tant pis pour toi, tu pars en dépression, en burn-out, en ce que tu veux. J'ai plein de collègues créateurs de contenu qui ont fait des gros burn-out, des grosses dépressions à cause de haters. C'est pas normal. À quel moment, des gens qui te jugent vont te gâcher la vie? Ça devrait pas. Alors moi, oui, je pointe du doigt les haters, mais au final, les haters, on en aura toujours. T'auras toujours des cons. Il y a toujours des cons partout. Sur Terre, il y a plein de cons. Il y a plein de gens bien, mais il y a plein de cons aussi. Et des cons, il y en aura toujours. Et du coup, c'est à nous, créateurs de contenu, de faire un travail sur ça et de se dire, j'en ai rien à secouer. Je m'en fous de tout ce qu'on peut me dire, on peut m'insulter, etc. Ça ne me touche pas. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles à ça, etc. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc au sens strict du terme. J'ai de l'hypersensibilité, trouble de l'attention et de l'hypersensibilité TDAH. Donc moi, je suis hypersensible. Eh bien, j'ai réussi en faisant un très gros travail sur moi, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai fait un burn-out et une paralysie, et je suis tombée en très forte dépression derrière, notamment en partie aussi grâce aux haters, à cause des haters sur les réseaux. Donc, j'ai fait un très gros travail sur moi, puisque ça fait maintenant, je dirais peut-être bien 4 ans que ça m'est arrivé, cette histoire, je pense, hein. Ouais, 3-4 ans. Et j'ai fait un très gros travail sur moi pour qu'aujourd'hui, ça ne m'impacte absolument plus. Alors, c'est très long, hein. C'est très long. Je me suis fait aider par une psychologue, bien entendu, hein. Je n'ai pas été seule. J'ai fait un gros travail sur ça. Ça m'a beaucoup aidée. J'en profite pour rappeler que les psychologues, ce n'est pas pour les fous. Ce n'est pas pour les fous. C'est pour tout le monde. C'est à partir du moment où tu estimes que tu as besoin d'un soutien psychologique, tu es déjà sur la bonne voie, en fait. Ça veut dire que tu as compris que tu avais besoin d'aide. C'est des praticiens, c'est des gens qui sont là pour t'aider à cheminer quelque chose de meilleur en toi. Et les psys, moi, je trouve ça super. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une psychologue qui était vraiment géniale. Elle m'a beaucoup aidée, beaucoup aidée. Je la remercierai toujours, encore aujourd'hui. C'est une femme vraiment bienveillante qui m'a vraiment aidée à faire beaucoup de chemin. Et aujourd'hui, j'estime ne plus avoir besoin d'elle. Mais si un jour, demain, après-demain, j'ai besoin d'elle, je n'hésiterai pas à la recontacter. Parce que pour moi, aller voir un psy, c'est comme aller voir, l'esthéticienne, quoi. Quand tu as besoin, tu y vas, quoi. Quand tu as une touffe de poils, tu vas te faire épiler. Quand tu as une touffe de problèmes émotionnels, psychologiques, tu vas te faire aider par la psy. Bref, pour dédramatiser tout ce qui est psychologue, parce que il y a beaucoup de gens encore, même aujourd'hui, qui me disent « Ah ouais, t'as été voir un psy, toi ?»
avec un espèce de jugement, justement, en disant « T'as des problèmes ». Mais tout le monde a des problèmes, les gars. Tout le monde a des casseroles. Je défie quiconque de me dire qu'il n'a jamais eu aucun problème dans sa vie. Ça n'existe pas. Donc c'est normal que... Moi, je me fais aider, par exemple, voilà. C'est souvent ce que j'ai répondu. Je dis « Bah oui, mais tout le monde a des problèmes. Sauf que moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de me faire aider pour les régler, mes problèmes. » Et en général, quand tu sors ça, les gens, ils ferment leur gueule. Hein. Ils se disent « Ah, d'accord, oui. Oh oui, c'est bien. » Voilà, c'est ce qui en ressort. Après, sinon, ils sont dans le déni, tu vois. S'ils te disent « Ah, mais non, moi, j'ai pas de problème. » Tout le monde a des problèmes, tout le monde. Après, plus ou moins grave, hein, bien entendu, mais tout le monde, à son échelle, a des problèmes. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce soutien, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée. Un autre truc qui m'a beaucoup aidée, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint une confiance en moi que je n'ai jamais atteint au cours de ma vie. C'est-à-dire que là, clairement, je peux vous dire, alors j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'à l'instant T, je me sens comme ça, que dans 10 ans, je serai pareil. Hein. On évolue en tant qu'être humain, mais aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je fais ce podcast, j'ai une confiance en moi que je n'ai jamais atteint auparavant, donc je suis full confiance en moi. J'ai appris pendant mes 3 mois de solitude aux États-Unis que j'étais une bonne personne. Je me suis rencontrée, j'ai appris à me connaître vraiment, et avant je me connaissais pas, et j'ai appris à m'aimer tout simplement. Et cette chose-là, ce mélange-là que je vous parle, m'a permis aujourd'hui d'en avoir mais tellement rien à foutre du regard des autres que aujourd'hui je fais ce que j'ai envie de faire. Je n'ai aucune limite en fait, c'est vraiment très abstrait ce que je vous dis là, mais j'ai vraiment zéro limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie, par exemple un truc tout con, mais alors un truc tout con, j'ai ouvert la porte, j'achète des trucs HelloFresh, là, les colis HelloFresh. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, hein, je parle de ça, mais ça n'a rien à voir avec le sponsor. Mais j'achète les trucs HelloFresh là, pour faire la cuisine à la maison. Là, vous recevez votre colis avec pile poil la bouffe, vous faites vos recettes et tout. C'est pratique, ça prend pas de temps, enfin, ça gagne du temps et tout ça. Et c'est un mec qui vient livrer, un livreur. Le mec, je lui ai ouvert en mini short de pyjama, là, qui ressemble à un slip, hein, faut se le dire, et un sweat dégueulasse de pyjama. Mais jamais auparavant, j'aurais fait ça. Parce que, alors même si j'ai envie de vous dire, j'ai évolué sur le regard des autres et tout, je me serais dit, oh là là, ça se fait pas, qu'est-ce qu'il va penser, puis peut-être que c'est un peu olé d'être un petit peu en slip. J'en ai rien. Alors aujourd'hui, voilà, j'en ai rien à foutre. J'étais en short, en mini short avec mon sweat dégueulasse. J'allais pas le faire attendre. J'avais pas vu l'heure. J'étais en pyjama, hein, c'est mon pyjama, hein, clairement. J'étais en train de bosser. Le mec, je suis ouvert comme ça. Ah bah le gars, il était super gêné. Hein. Il s'est dit, merde, pourquoi elle m'ouvre en pyjama, la meuf? Waouh, il est 12h30 en plus. Ouais, j'étais encore en pyjama. Mais avant, franchement, avant mon voyage aux États-Unis même, ça date de pas longtemps, hein, je me serais habillée dès le matin. Je me serais levée, habillée, machin, parce que au cas où, si jamais il y a quelqu'un qui tape à la porte, il faut que je sois apprêtée. Là, j'en ai plus rien à foutre. Et vous imaginez pas la libération que c'est d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent de vous, en fait. Le mec, il s'est dit, oh là là, elle est en pyjama, oh là là, elle est en mini short, oh là là, là 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 là. Alors, au pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dire à ses collègues, oh là 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 là, que j'ai livré ce matin avec son colis HelloFresh, elle était en slibard avec un sweat. Hein. Dégueulasse le sweat, et puis elle ressemble à rien, la meuf, on aurait dit qu'elle venait de se lever alors qu'il est 12h30. Oh. Voilà. Oh. Et alors? Est-ce que je suis morte de ça? Non. Est-ce que ça m'impacte dans ma vie? Non. Est-ce que j'ai honte? Non. Parce que je m'en fous. Alors peut-être qu'avant quand je m'apprêtais et tout ça pour que les gens, quand j'ouvre la porte, ils se disent « Ah, elle est bien habillée, la dame, elle est jolie, elle est bien. » Je me serais dit « Oh, la honte !» si jamais j'ouvre en pyjama. Mais en fait, la honte, c'est nous qui la créons dans
nos têtes, nos croyances je vais pas arriver à parler, nos croyances limitantes. Mais en fait, c'est ça, c'est notre cerveau, en fait. C'est notre pire ennemi, c'est ça. Et là, j'ai ouvert en pyjama, je vivais ma best life, j'étais en train de bosser depuis ce matin, j'ai pas pris le temps de m'habiller parce que j'avais tellement de boulot que je me disais, putain, si je fais ma toilette, je vais perdre du temps. Donc j'ai bossé, j'ai pas vu l'heure passer, je lui ai ouvert en slibard, et ensuite, et ben tant pis, en fait. Et puis, est-ce que je m'en porte plus mal ce soir? Ben non, j'en ai rien à secouer. Donc franchement, moi, depuis le voyage aux États-Unis, ces 3 mois de solitude m'ont permis justement d'apprendre à m'aimer encore plus. Enfin, je pense que j'avais vraiment un manque profond de confiance en moi, ça a toujours été. Aujourd'hui, pour moi, j'ai guéri ça. Combien de temps ça durera? J'en sais rien, parce que les expériences de la vie peuvent te remettre un petit peu dans tes travers, et peut-être j'aurai des expériences dans ma vie qui vont me refaire perdre confiance en moi, mais peu importe, je retrouverai cette confiance que j'ai aujourd'hui et qui me va très bien, et avec qui je suis trop bien dans ma peau. Mais ces 3 mois de solitude, tout ça pour dire, j'ai appris à m'aimer, et en fait, quand on s'aime soi-même un peu, eh bien, ça permet de se sentir bien dans sa peau, et ça permet d'aimer plus encore les autres, et surtout d'avoir plus confiance en soi, et de se libérer. Donc moi, vraiment, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous fais ce podcast, je suis complètement libérée du regard des autres, y compris de mon cercle proche, parce que je trouve que le cercle proche, le cercle famille, amis, je trouve que c'est le pire. On a tellement envie de plaire, enfin moi en tout cas c'est le cas, tellement envie de plaire à sa famille, à ses amis, etc., qu'on va vraiment tout faire pour, quitte à manquer un peu de liberté, quitte à faire des trucs pour eux et moins pour nous. Et aujourd'hui, c'est terminé. Je suis libérée aussi de ça. Et au final, je me suis aperçue qu'en pensant un petit peu plus à moi, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, et avant, peu à moi ou moins à moi, ce qui fait que je pouvais m'oublier, je pouvais éviter de donner, comme je vous ai raconté, mon avis ou des choses pour pas blesser, et ce qui fait que je gardais tout à l'intérieur de moi pour éviter des conflits, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je me suis aperçue, ça fait déjà quelques années que j'ai appris à prendre mon caractère que j'ai de base, etc., à me lâcher et machin. Et depuis les États-Unis, où je me sens complètement libérée du regard des autres, eh bien, tous les gens de mon entourage me disent que j'ai changé dans le bon sens. C'est-à-dire, tous les gens. J'en ai pas vu 50 depuis que je suis rentrée, mais mon chéri, il est hyper heureux parce qu'il me dit « Putain, mais t'es hyper cool, quoi. T'es vachement plus cool qu'avant. Tu profites, en fait, et du coup, t'es heureuse, et du coup, les gens, ça donne du bonheur parce qu'on te voit heureuse, et puis t'es cool, et puis t'es heureuse pour les gens, et puis les gens... Et c'est un cercle vertueux, en fait. Je sais pas si vous voyez, enfin non, vous voyez pas le cercle que je fais avec mes doigts, mais c'est un cercle vertueux. T'es heureux, donc tu donnes du bonheur aux gens. Les gens reçoivent ton bonheur, ils deviennent heureux, et ainsi de suite. Et ça fait un tourniquet comme ça, et le bonheur appelle le bonheur, etc. Donc si tu t'aimes toi, et que tu t'en fous de ce que pensent les autres, et que tu es complètement libéré, et que tu fais ce que tu as envie, et ben tu contamines les gens avec ta joie, avec ta bonne humeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, les gens, ça va faire un espèce de cercle qui vont à leur tour contaminer d'autres gens par leur bonheur, etc. etc. Et voilà, et c'est ça la vie. C'est pas de se prendre la tête à savoir qu'est-ce que la voisine va penser de si tu fais ci, ça. Non, moi, ça m'insupporte. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de me trimballer à poil dans ma baraque. Je me trimballe à poil dans ma baraque. Rien à carrer, enfin en slibard, quoi. Rien à carrer que le livreur de Colissimo, là, de Chronopost, Chronofresh, là, il me voit en slibard avec mon sweat dégueulasse marqué Made in, je sais pas quoi, là, Manhattan, ou un truc pourri. C'est mon pyjama pourri. Mais bref, voilà. Donc, je ne sais pas si ce podcast vous aura aidé. J'ai l'impression que c'est un petit peu brouillon parce que je vous ai parlé de vraiment des trucs qui me tenaient vraiment à cœur. Mais en tout cas, si ça vous a aidé à relativiser sur le regard des autres et à vous dire que mais finalement, on n'en a rien à foutre. Si vous avez envie de sortir sur votre palier et de chanter Jingle Bell en plein milieu de l'été, mais faites-le en fait. On s'en fout. Si ça vous rend heureux, du moment que vous faites pas de mal aux gens, faites-le. Et les gens ils vont se foutre de votre gueule. Qu'ils se foutent de votre gueule.
qu'est-ce qu'on en a à carrer? Enfin bref, si le message que j'ai voulu faire passer, vous l'avez compris, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast, alors soit en commentaire directement sur ce podcast, soit par message privé si vous préférez sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle, ou alors tout simplement partager ce podcast, hein, si vous êtes un peu timide et que vous n'avez pas envie de m'envoyer un message ou un commentaire, eh bien partagez ce podcast à quelqu'un pour qui à quelqu'un que vous avez envie d'aider, que ce podcast peut aider ou peut faire, réfléchir un petit peu, aider dans sa réflexion, aider dans son chemin. Et bien partagez ce podcast et comme ça, je pense que vous ferez aussi une très belle action si ce podcast peut aider ne serait-ce qu'une personne. J'en serais ravie, mais vraiment ravie. Ça me ferait ma journée. Donc n'hésitez pas à me faire un retour au passage. Si vous avez kiffé mon podcast, eh bien, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Et si vous avez encore plus kiffé mon podcast, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit 5 étoiles sur Spotify. Ça me fera hyper plaisir. Salut les copains, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.